Salut les férus, bienvenue sur la chaîne Raconte-moi son histoire. Aujourd'hui, on plonge dans une bataille décisive. Le siège de Toulon en 1793. Et vous allez voir, c'est ici qu'un jeune officier de 24 ans, encore inconnu, va commencer son ascension. Napoléon Bonaparte. Mais avant d'en arriver à lui, il faut comprendre ce qui se passe dans la ville. Toulon, à l'époque, est en plein chaos politique. La Révolution effraie les notables, les officiers de marine, les commerçants. Beaucoup y voient la fin de leur monde. Alors Toulon se détourne de la République. Et un jour, elle franchit la ligne rouge. La ville appelle les puissances étrangères à l'aide. L'Angleterre, l'Espagne, le royaume de Naples, tous débarquent dans la rade, accueillis comme des sauveurs par les royalistes toulonnais. En quelques heures, la plus grande base navale française de Méditerranée tombe aux mains de la coalition. Aux yeux de Paris, c'est une trahison absolue. Évidemment, la République doit reprendre Toulon. Avant de comprendre comment le siège de Toulon a commencé, il faut d'abord visualiser le terrain. Au centre, vous avez Toulon, la grande ville portuaire. C'est ici que se trouve l'arsenal, l'un des plus importants de France, et la flotte méditerranéenne. Juste à l'ouest, de l'autre côté de la rade, vous voyez la Seine-sur-Mer. Cette position est essentielle car elle donne accès à plusieurs batteries côtières et au point d'entrée de la rade. Au nord de Toulon, dominant toute la région, s'élève le Mont Faron. C'est un point stratégique majeur. Depuis ces hauteurs, on observe toute la ville et les deux rades. En 1793, contrôler les hauteurs comme le Faron, c'est contrôler le champ de bataille. Plus à l'intérieur des terres, toujours au nord-ouest, vous trouverez le Révest et Ollioules. Ces deux villages servent alors de passage naturel, de goulot d'étranglement et des zones d'approche pour l'armée républicaine. Encore un peu plus loin, au nord, vous avez le Bossé. C'est ici que le général Cartaux installe son premier grand camp, loin de la ville, mais dans les hauteurs, pour observer les mouvements ennemis et préparer le siège. Et enfin, à l'est de Toulon, vous pouvez placer la Valette et la Garde. Ces communes forment un axe important par lequel les républicains vont tenter d'envelopper la ville et de couper les communications terrestres. Maintenant que les villes et les villages sont en place sur la carte, nous allons ajouter les forts et les positions stratégiques qui entourent Toulon. Et vous allez voir, ces fortifications jouent un rôle essentiel dans tout le siège. On commence au sud-ouest de Toulon, près de la Seine-sur-Mer, avec le fort de l'Aiguillette. Ce fort est crucial. Il contrôle l'entrée de la petite rade. Tant qu'il est aux mains des Anglais et de leurs alliés, ils peuvent faire entrer des navires, se ravitailler et même déplacer des troupes sans être inquiétés. Juste en face, toujours dans la même zone, on trouve le fort Balaguier. Balaguier et l'Aiguillette forment un véritable verrou maritime. Sans eux, impossible pour les républicains de stopper l'accès par la mer. On monte maintenant vers le nord, jusqu'à un des points les plus importants du siège, le fort Mulgrave, qu'on appelle aussi le Petit Gibraltar par les Anglais. Aujourd'hui, il porte le nom de Fort Napoléon. Ce fort est la clé du siège. Tant que les coalisés le tiennent, il domine toute la rade et protège l'arsenal. C'est d'ailleurs l'une des positions les mieux défendues de tout le dispositif anglo-espagnol. Un peu plus à l'est, on trouve les positions du Mont Faron, avec plusieurs batteries disposées sur les pentes. Le Faron domine entièrement Toulon. Qui contrôle cette montagne contrôle le champ de bataille. Avant l'arrivée de Napoléon, ces hauteurs sont largement sous-estimées par les républicains, tandis que les alliés les renforcent. Et enfin, sur les hauteurs proches de la Valette et de la Garde, on trouve plusieurs redoutes et batteries secondaires. Ces positions, moins connues, permettent néanmoins de protéger l'arrière de Toulon et d'empêcher les républicains de contourner les fortifications principales. Maintenant que le décor est posé, qu'on a la ville, les hauteurs, les forts, on peut enfin entrer dans le cœur du siège. Les républicains arrivent autour de Toulon, pensant que la ville va tomber facilement. Mais ils vont vite comprendre que ce qu'ils affrontent, ce n'est pas un simple soulèvement.
Toulon est une véritable forteresse, soutenue par la flotte anglaise et les positions espagnoles. Allez, on retourne sur la carte, voici comment commencent les premières manœuvres du siège. Début septembre 1793, l'armée républicaine arrive enfin autour de Toulon. Le général Cartaux prend la tête des opérations. Il installe son camp principal au Bossé, suffisamment en hauteur pour observer la zone, mais encore loin de la ville. Pour tenter d'encercler Toulon par la terre, Cartaux envoie des détachements à Ollioules, le Réveste et la Valette. L'idée est de refermer un cercle terrestre autour de la ville, les assiéger. Au nord, c'est le général Lapoppe qui dirige les opérations. Il supervise les approches du Mont Faron et surveille les accès par l'intérieur des terres. Son rôle est crucial, empêcher les Alliés de sortir côté nord et soutenir une future attaque sur les hauteurs. En face, les forces coalisées sont bien organisées. Dans la rade, la flotte britannique est commandée par l'amiral Hood. Et pour renforcer les hauteurs, le commandant espagnol Don Juan de Langara envoie ses troupes sur le Mont Faron. Et c'est là que l'avantage allié est total. Toulon reste ouvert sur la mer. Les Anglais font entrer des navires, débarquent des renforts, des munitions, de la nourriture. Autrement dit, la ville est imprenable tant que la rade reste aux mains de Hood et des Britanniques. Sur la carte, les républicains encerclent Toulon par la terre. Mais les Alliés dominent la mer, les forts et les hauteurs. Le siège est déséquilibré. Cartaux avance, mais sans stratégie claire. Les coalisés, eux, observent et renforcent leur position sans effort. Les républicains tentent quelques attaques, mais les forts anglais et les batteries espagnoles les repoussent immédiatement. Les pertes augmentent, l'artillerie républicaine est trop faible, la flotte anglaise tient la mer et la situation devient critique. Et comme si la situation n'était pas assez compliquée, un événement va tout précipiter. Le chef de l'artillerie républicaine, le capitaine Daumartin, est gravement blessé lors d'une opération autour d'Ollioules. Sans chef d'artillerie, avec des canons mal placés et des pertes qui augmentent, la République n'a plus le choix. Il faut un remplaçant, et vite. Et là, tout bascule. Au cours d'une opération autour d'Ollioules, le chef de l'artillerie républicaine, Daumartin, est grièvement blessé. Et sans chef, l'artillerie républicaine s'effondre. Il reste à peine quelques canons utilisables, 2 mortiers qui se battent en duel, enfin, c'est une catastrophe. Et aucune véritable organisation. La République n'a plus le choix. Il faut quelqu'un pour reprendre tout ça en main. Les représentants sur place se réunissent et Gasparin propose un nom. Un jeune capitaine de 24 ans, très doué en artillerie, mais encore totalement inconnu du grand public. Et tu l'as deviné, Napoléon Bonaparte. On le présente au général Cartaux. Et là, forcément, l'ambiance est un peu froide. Cartaux reconnaît son talent, oui, certes, mais il n'aime pas beaucoup le personnage, et il n'aime pas qu'on lui impose un jeune officier surtout. Et en plus, Napoléon, on le sait, il a un caractère très affirmé. Mais la situation est trop urgente pour discuter. Alors tous les représentants tranchent. Bonaparte prendra l'artillerie. Napoléon accepte calmement, il prend son pactage, il arrive sur le terrain et il voit immédiatement ce qu'il faut faire. Un vrai regard d'artilleur. Dès son arrivée, Napoléon ne perd pas de temps. Il grimpe sur les premières hauteurs au nord et observe toute la rade. En quelques minutes, il comprend ce que Cartaux n'a jamais vu. Ce siège se jouera sur les collines, pas dans les plaines. Le premier point qu'il repère, c'est le fort Mulgrave, une énorme fortification construite à la hâte par les Anglais. Et malgré sa construction récente, c'est un véritable verrou stratégique. Depuis ce fort, les Britanniques contrôlent toute l'entrée de la rade et protègent l'arsenal. Pour Napoléon, c'est simple. Tant que Mulgrave tient, Toulon ne tombera jamais. Ensuite, il observe les 2 forts qui contrôlent la petite rade, l'Aiguillette et Balaguier. Ces 2 positions forment un passage étroit. Si les républicains les prennent,
ils peuvent couper le ravitaillement par la mer. Si les Alliés les gardent, ils dominent le port. Puis son regard monte vers le mont Faron. Les Espagnols y ont installé plusieurs batteries très bien positionnées. Depuis les pentes du Faron, ils dominent toute la plaine et peuvent frapper les républicains à distance. Ignorer le Faron, c'est se condamner à rester bloqué en bas. Après cette observation, Napoléon trace son idée. Prendre les hauteurs, installer des batteries républicaines dessus et bombarder les forts ainsi que les navires dans la rade. S'il parvient à contrôler les collines, les Anglais n'auront plus qu'une seule option, évacuer la ville. En quelques heures seulement, Napoléon a identifié tout ce que le commandement précédent n'avait pas vu. Les hauteurs sont la clé. Les forts doivent être neutralisés, la mer doit être coupée, la République doit frapper, et vite. Et pour ça, il doit reconstruire l'artillerie entièrement. Quand Napoléon prend officiellement le commandement de l'artillerie, il se retrouve devant un vrai champ de ruines. À peine quelques canons en état, des mortiers inutilisables, des positions mal placées et aucune coordination entre les pièces. Napoléon ne perd pas de temps. Il réquisitionne tout ce qu'il peut servir. Charpentiers, forgerons, chevaux, outils, poudre, madriers. Il récupère même des pièces d'artillerie abandonnées dans les villages aux alentours. Les ateliers tournent sans arrêt. On redresse les affûts, on remplace les roues. On crée des rampes pour monter les canons sur les collines. En quelques jours, Napoléon a déjà doublé la puissance de feu républicaine. Mais ce n'est pas qu'une question de canons. Napoléon redessine toute la logistique. Il fait construire des chemins, creuser des tranchées, installer des postes de tir et déplacer des pièces vers les positions beaucoup plus efficaces. En quelques jours seulement, Napoléon transforme une artillerie dispersée en une force cohérente, une vraie machine de guerre. Et maintenant que les canons sont prêts, il peut commencer à frapper. La première grande position qu'il crée, c'est la batterie du Caire, installée sur une petite hauteur. Elle permet de viser directement le fort Mulgrave. C'est la première vraie menace contre les Anglais. Puis Napoléon fait construire la batterie des sans-culottes, encore plus proche des lignes anglaises. Cette batterie devient vite l'une des plus redoutées. Elle harcèle Mulgrave sans arrêt et oblige les Anglais à rester enterrés. Ensuite vient la batterie de la Convention, l'une des plus puissantes du dispositif. C'est une position massive qui permet de bombarder Mulgrave, mais aussi les défenses secondaires autour de la petite rade. Pour terminer l'encerclement, Napoléon fait installer la batterie du Faron sur les pentes de la montagne. Elle prend à revers les positions espagnoles et empêche toute contre-attaque depuis les hauteurs. Une fois toutes ces batteries en place, le fort Mulgrave se retrouve pris sous les feux croisés. Plus aucune position anglaise n'est en sécurité. Chaque minute affaiblit les défenses de la coalition. Et Napoléon le sait. Le moment d'attaquer approche. Avant de passer à l'assaut final contre le fort Mulgrave, il faut comprendre les forces en présence. Du côté républicain, les estimations varient selon les sources. Mais autour de 10 000 à 12 000 soldats sont engagés directement autour de Toulon. C'est une armée fatiguée, éprouvée par un siège mal préparé, mais désormais mieux organisée grâce au travail de Napoléon. En face, dans Toulon et sur les hauteurs, la coalition aligne environ 7 000 à 8 000 hommes. Des Anglais, des Espagnols, des Napolitains et des Piémontais. Et les royalistes toulonnais eux-mêmes aussi. Ils sont moins nombreux, mais ils tiennent des positions fortifiées et extrêmement solides. Et surtout, ils sont ravitaillés par la mer. Donc, juste avant l'assaut, on a d'un côté une armée républicaine plus nombreuse, mais usée. Et de l'autre, une coalition moins grande, mais protégée par Mulgrave, Balaguier, l'Aiguillette et le Mont-Faron. C'est dans ce rapport de force que Napoléon doit frapper. Dans la nuit du 16 décembre 1793, l'armée républicaine se met en marche. Le général Dugommier, qui a remplacé Cartaux, a approuvé le plan de Napoléon. Il faut prendre le fort Mulgrave.
ce verrou qui protège toute la rade. Les colonnes républicaines avancent dans le noir, en silence, par les ravins et les pentes. Les sapeurs ouvrent la marche, creusant, coupant des barrages, préparant des passages. Derrière eux, les soldats grimpent vers les palissades du Mulgrave. Au moment convenu, les batteries du Caire, des sans-culottes et de la Convention ouvrent le feu ensemble. Un tonnerre incroyable secoue la colline. Mulgrave est écrasé sous un déluge de boulets, pris sous des feux croisés parfaitement coordonnés. Les Anglais répliquent. Les canons du Mulgrave tirent à bout portant. Les soldats britanniques, napolitains et piémontais se battent sous les bombardements, essayant de repousser les vagues républicaines qui montent vers eux. Malgré les tirs, les républicains atteignent les premières palissades. Ils montent à l'échelle, cassent les barrières, plantent des baïonnettes dans les brèches. Les combats deviennent féroces. Au cours de l'assaut, Napoléon est touché à la cuisse par un éclat de sabre ou de baïonnette. Sa blessure est légère, il reste sur le terrain, continuant à diriger les tirs d'artillerie. Juste avant l'aube, les républicains enfoncent la défense britannique. Les dernières redoutes tombent une à une. Les Anglais et les Napolitains se replient vers la rade. Et au terme d'un combat terrible, le fort Mulgrave est pris. Les républicains hissent leurs couleurs au sommet du petit Gibraltar. Avec Mulgrave perdu, toutes les positions alliées deviennent vulnérables. Les Guillettes et Balaguier ne tiennent plus. La petite rade est maintenant sous les feux républicains. La coalition n'a plus d'autre choix. Elle doit évacuer tout. Au matin du 17 décembre 1793, la nouvelle tombe comme un coup de tonnerre. Le fort Mulgrave est perdu. Pour les Anglais, c'est un désastre. Mulgrave était leur verrou, leur rempart, leur assurance. Sans lui, toute la rade est exposée. Dans tout Toulon, c'est la panique. Les Britanniques, les Espagnols, les Napolitains et les royalistes toulonnais comprennent que la ville ne peut plus être tenue. L'artillerie républicaine va pouvoir bombarder la rade. Les renforts ne peuvent plus entrer. Et les forts du littoral sont condamnés. L'amiral anglais Samuel Wood, voyant la situation désespérée, prend une décision radicale, évacuer la ville et détruire l'arsenal français, pour empêcher la République de récupérer sa flotte. Le port s'embrase, les Anglais mettent le feu aux navires français, ils sabordent des coques, font sauter les poudrières et en quelques minutes, une partie entière de la flotte française de la Méditerranée est détruite par les flammes. Un véritable spectacle apocalyptique. Puis vient l'explosion de l'arsenal. Les dépôts de poudre sautent les uns après les autres, éclairant la nuit d'un rouge incandescent. Les habitants se réfugient où ils peuvent. Certains se jettent vers les quais pour tenter de fuir. La ville entière tremble. Devant ce chaos, près de 7000 royalistes toulonnais se précipitent vers les navires anglais. C'est une fuite massive. Des familles entières embarquent dans la panique, laissant derrière elles maisons, commerces, souvenirs, tout ce qu'elles possédaient. Le 19 décembre 1793, après des semaines de siège, la ville est enfin reprise par les républicains. Les forts tombent un à un, les dernières troupes espagnoles évacuent le Faron et les dernières positions royalistes se rendent. Et au beau milieu de ce chaos, il y a un jeune officier de 24 ans dont le nom commence enfin à circuler. Napoléon Bonaparte. Son plan a fonctionné. Ses batteries ont gagné. Sa vision a fait la différence. Quelques jours après la victoire, il est promu général de brigade. La route vers son destin vient de s'ouvrir. Voilà comment la bataille de Toulon s'achève. Et surtout, ce qu'elle va changer. Parce que cette victoire, ce n'est pas seulement la reprise d'un port, non. C'est le moment où, pour la première fois, Napoléon Bonaparte
montre ce dont il est capable. Une lecture du terrain incroyable, un sens stratégique qui dépasse son grade et une audace rare. Cette bataille lui ouvre toutes les portes. Quelques jours plus tard, il est promu général de brigade et son nom commence à circuler dans toute la République. Sans Toulon, il n'y a ni campagne d'Italie, ni la gloire, ni l'Empire. Pour les autres chefs de la bataille, certains sortent grandis, comme Dugommier qui soutient le plan d'artillerie, d'autres comme Cartaux sont écartés après leur erreur, et du côté des Alliés, l'amiral Hood, le commissaire Elliott ou encore l'Angara resteront marqués par la perte de Toulon et l'évacuation dramatique de la flotte. Au total, la bataille fait entre 2000 et 4000 morts selon les sources. Républicains et coalisés confondus. Un prix lourd, mais un moment décisif de la Révolution française. Si ce format vous a plu, dites-le moi dans les commentaires. Et j'ai une question pour vous. Quelle est la bataille qui vous fascine le plus? Celle que vous rêvez de voir traitée sur ma chaîne. Dites-moi tout, je lis absolument tous vos retours. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, pour ne pas manquer les prochaines histoires. On se retrouve très bientôt. C'était Mickaël et je te dis ciao!